l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu son discours sur l'état de la nation vendredi 13 décembre devant le Parlement réuni en congrès. Félix-Antoine Tshisekedi, les questions de la vie nationale, a placé l'année 2020 sous les signes de l'action, de la renaissance et de la justice pour un Congo réconcilié. Comment analyser tout justement ce discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi? On en parle avec Norbert Yamba. Il est cadre de l'UDPS, mais également expert international en développement, ici avec nous dans ce studio. Bonjour et bienvenue à vous, Norbert Yamba. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, vous avez suivi, comme tout le monde, de près, ce discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Quelles sont vos premières impressions? Merci, je crois l'avoir dit. Merci pour l'invitation. Il faut reconnaître que le président de la République a apporté ce que je peux appeler une innovation dans la manière de présenter n'est-ce pas, son devoir de redevabilité vis-à-vis de notre peuple. Tout simplement parce que non seulement le président a fait un exercice technique où il a fait la synthèse du programme, mais dans cette synthèse, il présente les prévisions et les réalisations et dégage les soldes. Ce qui est un exercice technique très important dans l'appréciation de la performance des institutions. Deuxième chose, le président de la République a tiré la balle au filet. Simplement parce que, pour une fois, on a senti un discours politique qui suscite l'intérêt, qui suscite l'espérance. Ça fait bien d'années où on n'a plus entendu un discours d'espoir. Au moins en termes d'espoir, on a ressenti cela. Et ça s'est dit même à travers la cité. Troisième chose, on a compris finalement que lorsqu'on a la volonté volontariste de faire quelque chose sur le plan politique, même en peu de temps, on peut avoir des grandes réalisations. En écoutant le président, lorsqu'on comptabilise le nombre de mois, on réalise finalement que le président de la République, en peu de temps, a réalisé ce que d'aucuns ont réalisé 10 ans, 12 ans, etc. Voilà, donc un sentiment de satisfaction. Comme expert, j'ai dit voilà le mélange entre la politique et la technique. Là, vous parce qu'on a trop de politique, mais on n'a pas de technique. Et donc, si le président de la République prend la posture d'un politico-technique, c'est déjà un premier pas et je considère ça comme le plus long. Alors là, vous parlez en expert international en développement ou vous avez mis votre casquette des cadres de l'UDPS pour évoquer tout ce que vous venez de dire? Les deux. Vous me connaissez bien depuis des années que chaque fois, même quand je vais défendre le point de vue de l'UDPS, je mets ma posture à la fois d'expert scientifique, d'expert et de l'UDPS. Je combine les trois composantes. Il n'a jamais été question d'être fanatique. Alors, mais pour une fois, sincèrement, pour une fois, je dis en toute sincérité que ce discours-là est prometteur. Convaincant. Alors, comment répondez-vous à ceux qui estiment, qui pensent que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est beaucoup plus resté sur les promesses? On croirait un discours de campagne électorale. Non. Comment vous réagissez? Non. Ça, c'est un peu la vision de l'élite politique qui est dans les débats des quartiers, qui oublie naturellement qu'il y a quand même nécessité de faire un débat de prospérité. Ce n'est pas un discours de promesse. Le président de la République a divisé son discours à 3 niveaux. Le premier niveau a consisté effectivement à rendre compte sur les programmes intermédiaires de 100 jours. Et lorsqu'on rend compte d'un programme, c'est que on regarde ce qu'on a prévu et on regarde ce qu'on a réalisé. Cette première chose. Deuxième chose, le président de la République
est allé vers le perspective. Maintenant que... Les promesses, bien entendu. Bien entendu, les promesses, mais c'est justement ça. Lorsqu'on veut faire une analyse diagnostique d'une situation, on essaye de voir les forces et les faiblesses, mais on projette. Et ça va véritablement de soi dans la logique d'une analyse foncièrement technique. Et alors, quand vous dites que ce sont des promesses arrêtées, le président de la République a compartimenté son discours en termes de réalisation en 3 à 5 niveaux. Vous avez les infrastructures, vous avez l'électricité, l'énergie d'une manière générale, vous avez l'enseignement, vous avez la santé et la diplomatie. Je m'excuse. Il est revenu sur la diplomatie nationale en tout cas. Bien entendu, les infrastructures. Vous avez dans la ville de Kinshasa, il dit, on a prévu 40 km. Vous avez une Kulumba qui a été réfectionnée à béton. Vous avez l'avenue du tourisme, vous avez l'avenue de l'université, vous avez l'avenue Lombo Makadi, vous avez l'avenue Koutou, à Kinsuka, etc. Ça, ce sont des prévisions. Le président de la République a prévu beaucoup d'interventions à travers le pays. Alors maintenant, sur les 492 millions de dollars prévus pour le programme intermédiaire, on a consommé 70%. On a réalisé 70%. Ça veut dire en fait, les 70% représentent les 425 projets qui ont été prévus. Ce n'est pas des promesses, ça. Vous avez 425 projets, on réalise 70, et il vous rend compte que voilà, sur les 425, j'ai réalisé 70%. Et vous dites, c'est une promesse? Mais lorsqu'il dit, voilà, ce que j'ai prévu au niveau des écoles, l'enseignement, la gratuité, il s'est conformé à l'article 43. On va tout justement aller voilà. Et donc, alors maintenant, oui. Ce qui reste, il dit, oui, ce qui reste, c'est voir le Congo améliorer son réseau routier, améliorer son intégration régionale, et le Congo devenir véritablement une figure de proue, non seulement en Afrique centrale, mais au niveau de l'Afrique, etc. Et il démontre, avec des perspectives de ce que peut représenter l'intégration africaine, etc. Alors, parlons par exemple de la sécurité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué l'installation de l'état-major à Béni. Est-ce que c'est suffisant de la sécurité dans cette partie attention, de la République démocratique du Congo? Je crois vous avoir dit toujours, cher Junior, que le problème d'insécurité ou la guerre récurrente chez nous au Congo, notamment à l'Est, est le résultat d'une convergence d'intérêts de 3 composantes. Il y a d'une part une composante qui sont des comploteurs à l'intérieur de la République, qui sont des Congolais qui trouvent des dividendes autour véritablement de cette question. Donc ces déplacements de l'état-major et puis, pour Bénin ne vont pas résoudre le problème. Excusez, donnez-moi un peu de temps. Je vous en prie. Il y a les acteurs de la sous-région qui sont nos voisins, et je vous ai toujours dit, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Nous devons vivre avec ces gens et nous devons construire des interactions dynamiques. Et vous avez les multinationales. Et donc, de la même manière que l'on déplace l'état-major à Bénin, parce qu'ils utilisent la violence, il faut aussi répondre à la violence par la violence, mais n'oubliez pas, parce que c'est une question c'est une complotation qui est devenue à la fois nationale, sous-régionale et internationale. Il faut donc orienter une diplomatie, ce que l'on appelle une diplomatie agressive. Raison pour laquelle le président est toujours avec le Rwanda, le Burundi, etc. parce que ce sont des voisins. La solution n'est pas seulement militaire, elle est aussi diplomatique, comme l'a bien entendu. Et militaire, vous avez suivi. Mais est-ce que pour une guerre asymétrique, le déplacement de l'état-major vers Béni suffit pour que nos forces armées puissent traquer jusqu'à leur dernier retranchement les groupes armés qui écument cette partie de la RDC? Vous connaissez que c'est une guerre asymétrique. Et quand il y a une guerre asymétrique, il y a des technologies, il y a des systèmes d'utilisation qui peuvent véritablement neutraliser une telle guerre. Donc ce ne sera pas une solution. Ça ne va pas apporter une solution. Vous avez suivi les effets de ce déplacement de l'état-major à Béni, où on a touché l'ennemi au cœur de son action. Vous avez suivi combien sur les 6 patrons, n'est-ce pas, des rebelles ADF, etc. 4 sont tombés. Vous avez suivi
combien 1320 de rebelles qui mettent de la désolation dans la région ont été capturés. Vous avez également suivi comment est-ce que la population de cette partie du pays est descendue dans la rue pour fustiger l'insécurité dans cette partie du pays. Ça aussi, vous l'avez suivi. Bien entendu. C'est qui voudrait dire que voilà, le président trouve trouve cette situation et en tant que dirigeant, il ne va pas pleurnicher, il cherche des solutions. Raison pour laquelle il y avait un état-major de 11 000 militaires, ils ont été déplacés, ils ont été remplacés par 21 000 militaires qui aujourd'hui ont touché le cœur véritablement de toutes ces bandes armées qui opèrent de manière non conventionnelle. Donc, entre-temps, ils touchent nos voisins qui deviennent véritablement des lieux de refuge naturellement de tous ces rebelles qui nous attaquent à longueur de journée. Donc, le président de la République, il pense que lorsqu'on fait l'analyse coût-bénéfice et risque de chaque scénario, c'est mieux de toucher les deux fronts. S'ils veulent la guerre, oui, il y a la guerre, mais aussi la diplomatie, parce qu'il faut savoir rassurer les uns les autres pour que nous puissions tous gagner, de manière à qu'on construise la dynamique vers les États-Unis d'Afrique. Par l'Afrique qu'il est, et donc, par l'africanisme, voulais-je dire, il tente en tout cas de réaliser le dialogue, de discuter avec nos voisins pour que véritablement tous ces sites de refuge ne soient pas véritablement... Évoquant les budgets, le chef de l'État, le budget de ce budget de 10 milliards de dollars américains, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a signifié que c'était un budget réaliste et non trop ambitieux j'allais dire, comme les pensent certains. Vous êtes d'avis? Lorsque vous regardez les potentialités du Congo, et quand vous regardez celle d'Angola, le Congo, c'est un sous-continent qui a tout. Vous savez, les minéraux sous-sol représentent 24 000 milliards de dollars. Vous savez que les potentialités, n'est-ce pas, des minéraux de notre pays représentent 33 000 milliards en termes de ressources. 33 000 milliards contre 32 000 milliards pour la somme du Japon, de la France et des États-Unis. Mais curieusement, la situation n'a pas l'air de changer. Et donc le président pense que si on s'organise, si on met des mécanismes pour drainer le moyen, il y a moyen véritablement que nous puissions avoir beaucoup d'argent et répondre aux besoins de notre pays. Ce budget de 10 milliards alors le budget de 10 milliards, aux attentes le président de la République estime, et c'est la réalité, que c'est réaliste. Parce que l'Angola, qui n'a pas les mêmes potentialités que nous, est à 32 milliards. Pourquoi nous, on n'aurait pas plus que 32 milliards? Et le président estime que si on n'en a pas, c'est que très clairement, il y a un problème, n'est-ce pas, de cette guéguerre, cet africanophage. Vous savez, africanophage suppose que ceux qui trouvent notre terrain comme étant leur propre terrain, et il a dit primant vers le sol au lieu du sous-sol, parce que ça nous crée pas mal de problèmes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit les moyens de l'État, les recettes de l'État font l'objet de coulage ou de sointage. Il faut donc mettre fin véritablement à cette situation. Et là, il faut des mécanismes de surveillance mutuelle, mais qui seront guidés par une numérisation des recettes. La numérisation des recettes passe par l'informatisation qui construit la traçabilité et qui limite, n'est-ce pas, l'euphorie de tous ces jouisseurs qui trompent l'État et qui escroquent l'État à longueur de journée. Et c'est là véritablement devenu endémique et institutionnalisé. Alors maintenant, lorsque on aura aussi changé ce que nous appelons nos relations avec les investisseurs potentiels, etc., où au lieu de venir extraire pour répondre à un paradigme à rentabilité externe, et donc le président souhaiterait que quand on vient, il y a un canevas, vous pouvez extraire le produit, vous pouvez le transformer, vous pouvez le commercialiser, et cette chaîne de valeur ajoutée va donner aux Congolais le travail, va
augmenter le moyen de recettes, va permettre la circulation monétaire, etc. Et cela va aider au Congo de faire des réallocations rationnelles qui permettent aussi de développer d'autres secteurs de la vie nationale. Donc, avec un système d'enseignement qui doit aussi évoluer conformément aux besoins, etc. Avec un taux d'alphabétisation qui deviendra finalement une alphabétisation capable de relever le défi. Voilà. Donc tous ces éléments dans une approche systémique constituent la vision du président de la République, encore que le gouvernement s'y implique, pour qu'on puisse véritablement avoir des résultats. Il a parlé de la diversification de l'économie, parce que la RDC a une économie extravertie. Bon, c'est du déjà entendu, diversification de l'économie, ça revient chaque fois. Comment arriver tout justement à diversifier cette économie au-delà des slogans? Mais la diversification de l'économie, ça veut dire quoi? Nous avons concrètement, des potentialités. Nous avons des potentialités. Aujourd'hui, 80% de nos ressources viennent des mines. Il faut arrêter cette dynamique. Il faut diversifier. Pourquoi pas l'agriculture? Nous avons 80 millions d'hectares. Le Congo, avec les 40 millions, n'est-ce pas, de surfaces irrigables, nous avons n'est-ce pas, nous sommes une puissance halieutique. Nous avons plus de 1500 espèces de poissons. Nous n'avons pas de poissons en boîte ici, rien du tout, nous importons le chéchard. Alors maintenant, si vous voulez véritablement diversifier l'économie, ça veut dire qu'au même moment que vous faites pas, les mines, encore qu'il faut une chaîne de valeur ajoutée, l'extraction, la transformation et la commercialisation, mais il faut aussi penser à la promotion. Non, excusez, il faut penser à la promotion agricole, et cette promotion agricole, eh bien, ça vous donne la possibilité. Nous avons les légumineuses, nous avons les céréales, nous avons les cultures pérennes, etc. Et donc, il faut aussi, naturellement, donner des crédits agricoles. Le président parle de la mise en place d'une banque de crédits agricoles, mise en place d'une banque de développement rural, etc. Et donc, tous ces agronomes, tous ces gens qui veulent investir dans ce domaine-là pourront véritablement avoir des moyens de crédit pour non seulement produire, mais transformer, créer de l'emploi, etc. Le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'enseignement professionnel et technique, etc., devra aussi appuyer naturellement le secteur de l'emploi et pour créer des brigades agricoles de production. Tout cela voudrait dire que le président voudrait avoir des Congolais de Congolaises et de Congolais qui sont impliqués dans la production, qui deviennent véritablement des acteurs ou des spectateurs. On aura peut-être pas tout le temps pour évoquer tous les secteurs de la vie nationale qu'a évoqué le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son discours. Il a parlé de l'emploi des jeunes en annonçant, en signifiant qu'il allait mettre en place un fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Cette démarche va-t-elle résoudre ce problème de l'emploi des jeunes? Vous savez, Junior, vous êtes assez jeune. Sur l'avenue du commerce, il y avait beaucoup de magasins. Il y a eu beaucoup d'entreprises dans notre pays. On a connu même des banquiers congolais. Donc, on fut un banquier. Vous êtes en train de voir Raobank, vous êtes en train EcoBank, etc. Toutes ces entreprises bancaires qui sont opérationnelles chez nous. Mais nous avons eu des Congolais autochtones, etc., qui ont eu à faire ce genre de performances. Nous avions des gens comme Jean Obemba, nous avions des Kisombe. Aujourd'hui, bon, ils ne sont pas nombreux, les DIA s'appliquent, etc. Voilà, il y a eu des fonds dans ce pays avec des avions. Vous voyez, donc, il n'existait pas de classe moyenne aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut créer des entrepreneurs, il faut créer des millionnaires. Le président, il dit, il faut créer même des milliardaires dans notre pays. Et pour tout cela, il faut susciter cela en mettant en place un fonds de garantie. Quand vous êtes dans le Congo central, on produit des oranges, on produit des pamplemousses, on produit des mandariniers, on produit du maïs, de la chikwang, de poissons. Déjà, il faut commencer par... Mais écoutez, mais il n'y a même pas... Ces chômeurs, ceux qui n'ont pas d'emploi, il faut commencer par les recenser. Non, mais écoute, il ne faut même pas une petite usine de production de jus. Et donc, le président pense que au-delà de ce que nous sommes habitués d'entendre la GECAMINE ou d'entendre, je ne sais pas, tous ces opérateurs miniers qui ne sont pas assez corrects, etc. Donc il faut diversifier. Oui. Et que les Congolais aient la culture d'entrepreneuriat. Prendre les initiatives, prendre les décisions,
d'aborder un secteur, le rationaliser, le moderniser et produire avec des technologies appropriées, etc. Sans le président tient mordicus. Mais il faut de l'argent pour commencer. Et c'est là justement le fonds de garantie. Et ces fonds vont... Il y aura même un moment donné où on va s'entendre avec toutes ces banques qui sont opérationnelles. Il y en a 18, une dizaine en tout cas dans notre pays aujourd'hui. Mais ces banques-là ne donnent pas beaucoup d'argent pour la production, je sais pas, pour donner des crédits qui permettent aux gens de devenir, d'avoir la fondation nécessaire pour provoquer un afflux de biens et de services sur le marché. Merci à vous Norbert Yamba Yamba. On vous aura très prochainement pour une émission beaucoup plus élaborée sur les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, mais également expert international en développement. Merci d'être venu. Développement durable, merci bien. C'en est fini. Merci. On se retrouve très vite avec le même plaisir.